Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire consacré à l'exploitation de ces brevets à l'international. Donc, comme souvent, le sujet nous a été inspiré par les échanges qu'on a avec les entreprises que l'on conseille ou que l'on accompagne sur les thématiques à l'international. Et pour le traiter, on a donc fait appel aux spécialistes du sujet, bien connus des entreprises innovantes en Bretagne, le cabinet Le Guen à Saint-Malo. Et je vais laisser bien sûr messieurs Le Guen, mesdames Lavazet et Calvez se présenter dans quelques instants. Mais auparavant, quelques détails techniques concernant le déroulé de ce webinaire. Alors, on est ensemble pour en gros 1 h 30. Euh, euh, Lors de cette présentation, vous allez bien sûr pouvoir poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes. Vos micros et vos caméras sont coupés. Les caméras parce que ce webinaire est enregistré et que à des fins de rediffusion sur notre site internet. Donc voilà, c'est pour éviter que vous soyez filmé à votre insu. Et les micros, parce qu'on vous demande en lieu et place pour vos questions d'utiliser le module questions-réponses que vous avez dans Teams. Alors, pas le module conversation avec la main levée parce qu'on ne peut pas intervenir dessus. Et en ce qui nous concerne, on va répondre aux questions-réponses qui vont s'afficher dans le module. Je vais laisser la main bien sûr aux intervenants pour répondre aux questions au moment opportun. Alors soit dans le fil, soit en fin de chapitre, comme on le fait d'habitude ou en fin de présentation. Dernière chose sur le sujet technique, un peu avant la fin du webinaire, vous verrez apparaître un sondage avec quelques questions pour savoir ce que vous en avez pensé et ce que vous attendez des prochains pour qu'on reste bien sûr le plus pertinent possible dans les prochaines interventions. Voilà. Avant de laisser la main au cabinet Le Guen, je vais vous rappeler pour ceux qui ont éventuellement oublié, ceux qui ne connaissent pas tout à fait un petit peu qui est Bretagne Commerce International. Donc, nous sommes une association d'entreprises financée par la région Bretagne et les CCI, dont la mission est d'aider les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international, d'une part, et d'autre part, d'identifier et d'accompagner des projets d'investissement étrangers en Bretagne. Tout ça dans une optique, bien sûr, de dynamiser le territoire. On accompagne en gros 2000 entreprises par an avec multitude de conseils, des réunions d'information telles que celle-ci par exemple. Pour ce faire, nous sommes une équipe de 35 personnes basée en partie dans les territoires, c'est-à-dire dans les CCI départementales. Et nous accompagnons tout type d'entreprise, que ce soit des exportateurs avertis ou des primo-exportateurs ou même des gens qui sont en réflexion. Alors d'abord, éventuellement, si besoin en interne pour parler du projet, euh, de, du besoin, de la capacité à exporter, des moyens nécessaires et des ressources à mettre en place. Donc ça, c'est la mission des conseillers internationaux qui sont basés dans les chambres de commerce. Et vous voyez, on aborde des sujets que tout le monde connaît un petit peu. Voilà, les conseillers réglementaires avec la douane, la fiscalité, la logistique, et les conseillers techniques et stratégiques sur éventuellement les premières stratégies de lancement, les ressources humaines, les moyens financiers, etc. Et lorsqu'on est un petit peu plus avancé, qu'on a déjà une activité en projection à l'international, nous vous accompagnons également sur place. Parce que parfois, sur certains sujets, il faut avoir des relais. BCI travaille avec 250 prestataires étrangers dans une centaine de pays
qui, par l'intermédiaire des chargés d'affaires, qui sont eux orientés plutôt métier dans votre filière d'activité, vous aident aussi sur les sujets pour lesquels vous avez besoin d'un accompagnement sur place à l'étranger. Alors ça peut être une implantation, ça peut être une ressource humaine, ça peut être éventuellement des questions plus liées à l'aspect culturel de la région pour lequel il faut vraiment avoir quelqu'un qui est présent sur place. Donc une équipe de chargés d'affaires que vous connaissez pour la plupart, hein, donc vous connaissez votre référent pour la plupart et qui donc connaissent bien, eux, votre secteur d'activité. Voilà, donc en ce qui me concerne, j'en ai terminé. Je vais laisser la main donc à aux intervenants du cabinet Le Gouen qui vont se présenter leur activité et bon webinaire et je suivrai également les questions s'il y en a. Voilà. Merci Monsieur Deroff. Donc Je vous en Monsieur Le prie. Gouen, je suis le gérant CPI mandataire européen du cabinet Le Gouen et associés. Cette présentation va donc se faire avec deux autres associés du cabinet, Madame Lavazé, CPI, mandataire européen, associé, et Madame Calvez, CPI, mandataire européen, ingénieur en biotechnologie. Donc rapidement, la présentation du cabinet, créé depuis 1970 dans le Grand Ouest, Rennes, Saint-Malo, Angers, Caen, Saint-Brieuc, 25 personnes, avec deux pôles, un pôle brevet avec des ingénieurs dans différentes spécialités, électronique, nouvelles technologies, mécanique, biotech. Et puis le pôle juridique, marque et dessins et modèles, où officient à peu près 8 personnes, juristes et paralégales, également mandataires européens, et on travaille à la fois pour des grands groupes, des PME, des startups, des jeunes entreprises innovantes, donc dans différents secteurs d'activité, liés aujourd'hui essentiellement, c'est vrai, aux télécoms, aux biotech, à la mécanique, pour la partie brevet, et puis pour la partie marque, essentiellement dans l'agroalimentaire, le luxe, la joaillerie, et puis les différents secteurs technologiques présents à la fois dans le Grand Ouest, et puis à Paris, on dispose d'un bureau depuis 1994 à Paris. Voilà rapidement présenté le cabinet Le Gouen et Associés. En parallèle, nous disposons d'un réseau d'un peu plus de 85 confrères CPI avocats dans le monde entier, puisqu'on va parler de l'international aujourd'hui. On s'appuie donc sur un réseau fort que l'on connaît en règle générale, on connaît à 90% tous nos confrères. On fait partie notamment d'associations juridiques aux États-Unis ou des associations internationales en propriété intellectuelle. Juste pour revenir dans notre rôle précis de profession réglementée, au même titre que la profession d'avocat, de notaire, d'expert comptable, le législateur a prévu une définition du conseil en propriété industrielle. C'est dans l'article, alors un peu de juridique, dans l'article 422-1 du Code de la propriété intellectuelle, où on a défini les différentes missions du conseil en propriété industrielle, c'est-à-dire l'obtention, le maintien de l'exploitation de la défense des droits. Les droits, c'est effectivement le sujet numéro 1 pour ensuite pouvoir accorder des licences, des cessions. Sans droit, cette phase devient effectivement quasi impossible. Donc je vais laisser la parole à Olivia Calvez, donc associée, qui va effectivement vous présenter cette première partie, notamment les brevets et l'obtention du droit et comment gérer ce portefeuille à l'international. C'est à vous, Olivia.
Merci. Donc bonjour à tous, Olivia Calvez. Donc là, je vous présente le plan, qu'on va suivre tout du long de cette intervention. Donc on va parler des brevets, faire un point sur les audits de portefeuille de brevets et puis on rentrera dans le vif du sujet de la licence et la cession et on terminera par un petit point sur la joint venture. Alors, les brevets, étant donné que vous êtes tous là, on a bien compris que vous n'étiez pas des novices en matière de brevets. Vous avez déjà, déposé des brevets, vous savez, de quoi ça parle, vous allez être amenés à en déposer des futurs. Néanmoins, ça nous paraissait intéressant qu'on refasse un point, sur, quelques définitions de base et notions de base avant d'aller plus loin, de manière à ce qu'on soit sûr qu'on ait tous les mêmes informations et les mêmes bases. Donc, les brevets, c'est quoi? Donc, c'est un outil de protection des inventions techniques. En matière de propriété industrielle, on a différents outils. On a pour les innovations esthétiques, les dessins et modèles. Pour les, comment dire, les signes distinctifs, on a le droit des marques. Et puis, pour tout ce qui est innovation technologique, on a le droit des brevets. Donc, de manière importante, le brevet, en fait, comme vous le savez, c'est un titre de propriété industrielle qui, notamment, vous confère le droit d'interdire l'exploitation de votre invention à un tiers. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de droit d'interdire, de monopole, il n'existe pas d'autre moyen que le brevet pour y parvenir. Comme c'est un titre de propriété industrielle, c'est un document juridique et technique. Alors, technique parce que dans un brevet, on décrit l'invention qui fait l'objet du brevet de manière très détaillée. Donc, dans la partie description, j'imagine que vous avez tous déjà vu un bon nombre de brevets. Et puis, on a une partie plutôt juridique que sont les revendications qui sont là pour permettre de délimiter l'invention, de manière à ce qu'un tiers puisse, se positionner, savoir où est-ce que votre droit s'arrête et où est-ce que lui peut aller. Autre notion, de base importante, l'invention appartient au premier déposant et non pas au premier inventeur. Donc c'est pour ça que, enfin, c'est une notion importante à comme vous le savez, à connaître. Et puis la durée de protection d'un brevet, c'est 20 ans maximum à compter du dépôt. Alors je mets 20 ans maximum parce que vous n'êtes pas obligé d'entretenir votre brevet sur cette période de 20 ans. Comme vous le savez, vous avez de manière annuelle des taxes de maintien en vigueur à acquitter pour l'année à venir et puis à partir d'un moment, peut-être que ce brevet n'a plus d'intérêt, donc on arrête de payer et ça tombe dans le domaine public. En moyenne, aujourd'hui, on observe que, dans la plupart des domaines technologiques, on est sur une moyenne de 5 à 7 ans, voire 10 ans d'intérêt, sauf peut-être à quelques exceptions près, mais notamment en matière de, je dirais, d'informatique et cetera, on est sur des ça évolue tellement vite que, un brevet qui dure 20 ans, c'est quand même relativement rare qu'on aille jusqu'au bout de ces 20 ans. Mais vous avez la possibilité d'aller, bien entendu, jusqu'à ces 20 ans de protection. Autre notion importante, et ça, on va y revenir tout au long de la présentation, c'est que la protection est territoriale. Alors, vous avez une protection dans les pays dans lesquels vous avez obtenu votre brevet. Un brevet peut concerner On peut avoir un brevet dans tout domaine technologique, il n'y a pas de souci. Donc on peut avoir des brevets qui vont concerner des produits comme des dispositifs, par exemple des dispositifs de chauffage, des moteurs, on peut avoir aussi des protections sur des compositions, comme des compositions, agroalimentaires, des compositions cosmétiques, des compositions pharmaceutiques. On peut aussi protéger des procédés ou des méthodes, c'est-à-dire les procédés, ce sont les étapes, par exemple, de fabrication d'un produit. On peut protéger aussi des utilisations, comme les utilisations cosmétiques ou thérapeutiques. Et puis, on peut même, dans un même brevet, avoir à la fois ces 3 catégories d'inventions. Alors, les brevets sont des outils puissants. Ce sont des titres de propriété industrielle qui vous confèrent un monopole et un droit d'interdire l'exploitation à des tiers. Donc, en contrepartie, ils doivent respecter certaines conditions de validité. Alors, notamment, les 3 critères les plus importants de brevetabilité sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle.
Alors, la nouveauté, c'est que l'invention au jour du dépôt ne doit pas avoir été divulguée, décrite, que ce soit par un tiers ou par l'inventeur même avant le dépôt. Ça, c'est ce qu'on appelle l'art antérieur. Les divulgations peuvent prendre beaucoup de formes. Ça peut être des brevets antérieurs, des publications scientifiques, des articles de presse et également, ce qui arrive souvent, les divulgations que l'on met sur son propre site internet. Donc l'invention doit être nouvelle, c'est le premier critère. Ensuite, les critères d'activité inventive, on va au-delà de la simple nouveauté, on va exiger qu'il y ait quelque chose d'un peu plus fort, c'est-à-dire une amélioration, un avantage significatif et non évident par rapport à ce qui est connu dans le domaine. Et puis le dernier critère, c'est l'application industrielle. Alors il faut que l'invention soit utilisable ou puisse être produite de façon industrielle. Ce critère-là, généralement, ne pose pas de problème. L'ensemble de ces critères sont examinés par les offices suite au dépôt des demandes de brevets et c'est un petit peu un examen universel, c'est-à-dire que ces 3 critères vont être examinés par l'Office français quand il s'agit d'un dépôt français, par l'Office européen quand il s'agit d'un dépôt européen ou par l'Office américain et cetera et cetera. Néanmoins, vous l'avez peut-être constaté, si ces 3 critères-là sont, un petit peu uniformes, hein, la manière dont on va les apprécier d'un office à l'autre va pas forcément être, identique. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le point essentiel, c'est qu'avant de faire un dépôt de brevet, il faut avoir un certain réflexe, c'est s'abstenir de toute divulgation avant le dépôt et lorsqu'on travaille avec des prestataires, prévoir des contrats de confidentialité, avec eux. Donc protection à l'international. Alors, bien évidemment, on ne va pas vous demander, suite à une innovation, d'avoir tout de suite une idée des territoires sur lesquels vous auriez un intérêt à protéger votre invention. Donc il existe des mécanismes, des procédures qui sont adaptées pour vous permettre d'avoir le temps de savoir sur quel territoire vous allez étendre votre protection. Donc pour cela, on va utiliser le mécanisme du droit de priorité. Donc suite à un premier dépôt national en France, vous allez avoir la possibilité d'utiliser le délai de priorité d'1 an pour décider si vous allez étendre votre protection à l'international, au niveau européen, et cetera. Ça va vous permettre d'avoir du temps pour connaître le potentiel de votre innovation et puis ça va vous permettre aussi d'avoir un retour sur la brevetabilité par l'Office français. Si l'Office français vous dit: «Non, c'est pas l'invention elle est pas nouvelle parce qu'il existe, un brevet antérieur qui porte sur la même chose» et cetera. Bon, le critère de nouveauté n'étant pas rempli, ça vaut peut-être pas le coup d'essayer d'aller voir si les autres offices au niveau international seront ou pas du même avis. Il y a fortement de chances qu'ils soient du même avis. Donc suite à ce premier dépôt, vous avez donc 12 mois pour étendre à l'international. Plusieurs possibilités. La demande PCT, donc c'est une demande internationale qui couvre actuellement 157 pays. Le brevet européen classique, là vous aurez une protection uniquement sur l'Europe et à venir le brevet unitaire qui couvrira l'Union européenne. Alors la demande internationale, 157 pays, mais attention, ce n'est qu'une procédure commune à l'ensemble de ces territoires. Au bout d'un moment, on va vous demander de choisir dans quel pays vous souhaitez, au sein de ces 157 pays, vous souhaitez faire examiner votre demande de brevet. Donc il n'y a pas de brevet international et je pense qu'il n'y en aura jamais. Le brevet européen classique, j'ai mis classique pour le distinguer du futur brevet unitaire qui va bientôt arriver. Donc c'est une procédure d'examen commune. À aujourd'hui, on est à 38 pays. Alors là, c'est pareil, en fait, dans cette procédure, c'est une procédure d'examen commune à l'ensemble de ces territoires. Et puis, une fois que la délivrance est arrivée, on va vous demander de choisir sur quel territoire, au sein de ces 38 pays, vous voulez valider votre brevet. À venir bientôt, le brevet européen unitaire, a priori au 1er juin prochain, qui a vocation à couvrir les territoires de l'Union européenne. Alors, rappel sur les grandes étapes, hein, pour le brevet européen classique, qui est organisé par la Convention sur le brevet européen. On a un dépôt,
on reçoit un rapport de recherche avec un avis sur la brevetabilité formulé par un examinateur de l'Office européen des brevets. Ensuite, la demande sera publiée 18 mois après son dépôt. Et puis, il y a une phase d'examen où on a un échange entre le déposant et les examinateurs sur le sujet de cet examen. C'est l'étude de ces critères de brevetabilité dont je vous parlais il y a quelques instants. On obtient ou pas, on espère obtenir la décision favorable de délivrance. On est en moyenne 2 à 7 ans après le dépôt. Ça peut être plus long, c'est rarement plus court. Et puis là, bah, c'est là qu'arrive cette fameuse étape de validation où on choisit ses pays et on va aller fournir ou non des traductions, payer des taxes annuelles au sein de l'ensemble des pays qui seront intéressants. Donc là, sur le système de brevet européen classique, on n'a pas de brevet européen vraiment unitaire, mais on a un faisceau de brevets nationaux individuels. Alors, ce sont des brevets réputés forts parce que l'Office européen des brevets fournit un examen quand même assez poussé et détaillé des critères de brevetabilité. Alors, il faut savoir que la validation dans les 38 pays membres reste quand même assez rare, à ma connaissance, enfin, j'en connais pas. Hormis pour des brevets sur des compositions pharmaceutiques, en général, on est en moyenne entre 3 à 5 pays de validés. Notion de territorialité encore, si vous choisissez de déposer uniquement un brevet européen, bah, vous n'avez pas de protection en dehors de la zone Europe. Là, une petite image pour vous montrer un petit peu la couverture hein, possible du brevet européen classique. Alors, la demande PCT, demande internationale, qui est organisée par le traité de coopération en matière de brevets. On reste un petit peu dans les mêmes étapes, hein. On a une étape de dépôt, on reçoit un rapport de recherche avec un avis sur la brevetabilité. La demande de brevet est publiée 18 mois après son dépôt. Il y a un examen ou pas, ça c'est optionnel, sur la brevetabilité. Et puis après, on sort de cette phase commune internationale et on vous demande de choisir les pays dans lesquels vous souhaitez faire examiner votre invention. Alors, elle est intéressante cette procédure internationale parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps avant de choisir les territoires de protection. On est, vous voyez, 30 mois après le premier dépôt. Néanmoins, ça passe très vite, hein. On se rend compte par expérience que des fois, arrivé à pas loin de ces 30 mois, les clients n'ont pas encore très bien défini la portée territoriale qu'ils veulent donner à leur portefeuille de brevets. Donc attention, hein, pas de brevet international comme je l'ai dit tout à l'heure. Une procédure en 2 phases, une phase commune à l'ensemble des territoires, puis une phase indépendante par territoire. Et puis pareil, la notion de territorialité, vous aurez une protection dans les pays dans lesquels que vous aurez désignés suite au dépôt de la demande internationale. Une image de la couverture. Assez étendue. Alors attention, hein, certains pays n'en font pas partie, donc il faut bien se renseigner avant de faire ce dépôt, de demande internationale. Alors, le brevet européen unitaire, qui est organisé par l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, donc avec une date d'entrée en vigueur au 1er juin 2023. Hem, alors ce brevet unitaire, en fait, ça va se passer comme le brevet européen classique en termes de procédure d'examen. Donc on a toujours les mêmes étapes. C'est organisé aussi par l'Office européen des brevets, donc il n'y aura pas de changement par rapport à ce que vous connaissez déjà au niveau de procédure d'examen d'un brevet européen. Ce qui va changer à la fin, c'est qu'au moment de la délivrance, on va vous demander: «Est-ce que vous voulez un brevet unitaire ou est-ce que vous voulez un brevet européen classique avec validation individuelle dans chaque État ou est-ce que vous voulez les 2 en parallèle?» Voilà. Donc normalement, le brevet européen unitaire avait pour vocation d'avoir une couverture sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais à ce jour, on a juste 17 États qui participent. Donc je vous ai mis la liste, juste en dessous et on sait déjà que certains pays, ne souhaitent pas y participer, comme l'Espagne et la Croatie. Voilà. Alors, l'avantage qu'on a un petit peu perdu par rapport à la phase
de conception, c'est que il n'y aura pas la Grande-Bretagne. Voilà. Or, ce qu'on constate, c'est que généralement sur le territoire européen, on a tendance à protéger ces innovations en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc ce qui veut dire que de toute façon, si vous souhaitez une protection en Grande-Bretagne ou sur un autre territoire qui ne fait pas partie de l'Union européenne, il faudra avoir une validation nationale sur sur ces territoires-là. Autre avantage qu'on a, enfin avantage qu'on a quand même, c'est qu'on a à acquitter une seule taxe de maintenance pour l'ensemble des territoires concernés. Alors qu'aujourd'hui, dans la version classique du brevet européen, on acquitte les taxes pays par pays. Donc il faut voir un petit peu l'équilibre au niveau du coût de ces maintiens en vigueur. Notion de territorialité, si vous optez pour un brevet unitaire, vous avez une protection sur ces 17 pays. Alors, aujourd'hui, c'est 17 pays. Après, petit à petit, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais au 1er juin, c'est 17 pays qui sont concernés. Donc, notion de territorialité. Pour les autres pays, il faut faire des dépôts en parallèle. Là, je vous donne une petite illustration de la procédure qui nous semble la plus adaptée pour un déposant français pour étendre sa protection, au-delà de la France, donc notamment au niveau international. Donc, vous avez un premier dépôt en France et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le délai de 12 mois, la possibilité de faire des extensions. Au niveau international, on dépose une demande PCT et puis, au bout d'un certain temps, on va choisir les territoires sur lesquels on veut que l'invention soit examinée dans le but d'obtenir un brevet, donc par exemple en Europe ou parallèlement dans d'autres pays, aux USA, au Japon, en Corée, etc., etc. Donc, cette procédure, en fait, on voit qu'elle est assez longue, hein, les procédures de délivrance sont longues, mais encore une fois, l'intérêt, c'est que ça vous laisse du temps pour choisir les territoires qui sont adaptés. Après, voilà, parce que ça nécessite des études de marché, et cetera, et qu'on les a pas forcément, dès le départ. Donc il y a beaucoup de temps. Néanmoins, il faut savoir que même si un brevet n'est pas délivré, on a quand même une protection provisoire en attendant la délivrance. Et cette protection provisoire devient définitive au moment de la délivrance. Alors, un petit point sur l'audit des portefeuilles, parce que avant de se dire on va donner notre portefeuille en licence ou le céder à un tiers, bah, il faut faire un petit point. Est-ce qu'on est vraiment sûr du statut des titres qu'on a? Si on a un petit portefeuille, on en a une bonne connaissance, mais des fois on a un gros portefeuille, on peut être assez perdu, ne plus se souvenir si le brevet est toujours entretenu dans tel ou tel pays. Donc il faut faire un petit point sur le statut des titres. On va distinguer les brevets qui sont délivrés et sur quel territoire ils sont délivrés. Est-ce qu'on est plutôt au stade de demande en cours d'examen, donc on n'a pas encore de délivrance? Sur quel territoire on a une protection? Ça va nous permettre aussi d'identifier des brevets qu'on va supposer être forts ou des brevets qu'on va plutôt classer dans la catégorie des fragiles et peut-être faire un tri, se dire: «Bon, je vais garder, le maintien en vigueur de mes brevets forts et puis les brevets fragiles, n'ont peut-être pas d'intérêt à être entretenus». On va faire aussi le point sur les frais qu'on a engagés jusque-là et puis, on va vérifier l'état des inscriptions auprès des registres de manière à être sûr que lorsqu'on a changé de nom ou d'adresse, ou de titulaire, s'il y a eu plusieurs cessions, si on a acquis un portefeuille d'un tiers, vérifier que tout cela a été inscrit auprès des registres concernés parce que c'est une obligation. Voilà. Et puis, on va pouvoir faire, à cette occasion, peut-être une évaluation financière des titres. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions? Il y a des questions? Non? Je n'en vois pas, donc D'accord. je Peut-être que crois ça qu'on viendra à peut. la fin de la présentation. Ouais, tout à fait. Vous inquiétez ça, pour l'instant, ça veut dire que c'est clair. Bon, tant mieux. OK, on va poursuivre. Oui, bonjour. Donc là, bonjour Fabienne. Donc, je vais vous présenter maintenant la licence, les définitions, avantages et inconvénients. Alors, sur la définition, si tu veux passer, Olivia. Alors, la définition
Un contrat de licence est un contrat au terme duquel le titulaire d'un brevet concède un droit d'exploitation sur ce titre. C'est en fait tout simplement une location. C'est-à-dire que vous autorisez un tiers à exploiter votre brevet contre une partie financière. Donc, alors un point important d'abord, c'est qu'il n'y a pas de contrat type. Vous pouvez trouver assez facilement des modèles de contrats sur Internet, mais il faut être très prudent quant à l'usage de ces modèles. Elles peuvent servir quelque part de base pour lister, référencer les points à négocier dans le cadre de licence, mais dans tous les cas, le contrat doit vraiment être adapté à ce que vous avez négocié, ce que vous avez convenu avec votre licencié. Si ce n'est pas le cas, si le contrat ne correspond pas à ce que vous avez négocié, ne correspond pas à votre relation réelle, il est inadapté, il sera inutilisable. Donc là, il faut vraiment garder en tête cette idée-là, que le contrat doit être adapté à votre situation contractuelle. Puis il y a un autre risque aussi quand on parle de modèle de contrat de licence, c'est qu'on a tendance en fait quelque part à négocier ou à penser que c'est possible que les clauses, que les dispositions qui sont prévues dans votre licence. Or, souvent, quand vous partez en licence avec un tiers, surtout à l'étranger, vous êtes souvent dans une relation beaucoup plus complexe. Vous pouvez avoir des clauses d'approvisionnement exclusif, par exemple. Vous pouvez prévoir un approvisionnement exclusif et là, on va tomber sur des clauses d'approvisionnement exclusif que vous allez devoir intégrer à votre licence. Il peut y avoir aussi des développements communs. Et dans ces cas-là, dans votre contrat de licence, et même s'il a le titre de licence, vous pouvez prévoir des clauses liées à des contrats de recherche et développement. Donc, vraiment être très prudent sur l'usage de ces modèles de contrat et vraiment vouloir faire un contrat adapté à votre situation, à ce que vous avez convenu avec votre licencié. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit que la solution la plus utilisée dans le cadre d'une valorisation de vos brevets à l'étranger, c'est la licence. Ça correspond à un peu plus de 80% des cas où vous tombez sur une licence. Alors, sur la licence, quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages, quand vous donnez en licence, vous les connaissez un peu plus facilement. Pour le concédant, c'est d'abord, en premier lieu, d'obtenir des bénéfices indirects. Forcément, comme on l'a indiqué, une licence, il y a une contrepartie financière, donc une remontée d'argent au profit de l'entreprise. Ça va permettre de créer des alliances stratégiques. Vous allez en fait souvent, via une licence, faire un vrai partenariat avec votre licencié et créer aussi une alliance. Et il y a aussi un autre point qui est important et que beaucoup de PME ne pensent pas assez, c'est qu'en fait, ça peut créer des alliances par l'intermédiaire d'un contrefacteur. Si vous voulez, quand vous détectez une contrefaçon de votre brevet sur un territoire, au mieux de partir sur un procès long et coûteux, vous pouvez vous dire, je vais plutôt lui proposer une licence de brevet, derrière toucher des royalties. Ça va permettre de convenir à un accord beaucoup plus avantageux quelque part que partir sur un procès judiciaire où l'issue peut rester relativement incertaine. Donc, ça permet aussi de renforcer vos parts de marché et votre image. Vous développez sur des nouveaux marchés non accessibles parce qu'il y a des contraintes commerciales, parce qu'il y a des contraintes de normes. Donc, donner en licence à votre brevet va permettre d'aller sur ces marchés-là. Et puis souvent, c'est un meilleur contrôle sur l'innovation et l'évolution des technologies. Pour le licencié, l'avantage d'une licence, et ça, il faut aussi que vous l'ayez en mémoire quand vous recherchez un éventuel licencié, un éventuel partenaire, ça va être tout d'abord un gain de temps. Ça permet un accès à une technologie plus rapidement, aller plus vite sur un marché des fois concurrentiel. Donc, c'est vraiment important pour lui, ce gain de temps. Et c'est aussi un gain d'argent avant tout, éviter des frais de recherche et développement importants. Maintenant, vous avez également des inconvénients liés à cette licence. Alors, pour les inconvénients, pour le concédant, c'est important d'avoir en mémoire qu'une licence, souvent, c'est un partenariat. Ce n'est pas simplement j'autorise à exploiter, j'ai une contrepartie financière. Dans la majorité des cas, vous allez un peu plus loin dans votre relation avec votre partenaire. Donc, ça demande un investissement
important et qui peut être dans certains cas trop important par rapport aux remontées financières. Donc ça, il faut être attentif là-dessus. Le licencié peut devenir un concurrent, lui donner accès à une technologie, mais derrière, il va développer une autre technologie. Ça peut devenir aussi un de vos concurrents. Ça peut demander des frais de développement importants ou de mise en conformité coûteux. Là aussi, si votre technologie n'est pas encore au point, si elle n'est pas finalisée, et que votre licencié attend quelque part un produit fini, pour finaliser ce point-là, et notamment au regard des normes du pays en cause, ça peut demander des investissements relativement importants. Donc, faire attention à ça. Pour le licencié, les inconvénients liés à la licence, ça peut déjà être un engagement financier trop important. Quand la contrepartie financière est beaucoup plus importante par rapport à la technologie et que la technologie n'est pas encore finalisée. Pour lui, ça peut être vraiment un problème pour lui. Ça peut être des frais supplémentaires non répercutés sur le prix final. C'est-à-dire que la redevance qu'ils doivent verser au concédant ne va pas compenser en fait la plus-value qui va pouvoir ressortir de la technologie que vous lui avez concédée. Et puis dernièrement, c'est un état de dépendance vis-à-vis du concédant. Il dépend de votre licence. Une licence, c'est un contrat souvent avec un terme déterminé. Et pendant ce temps-là, du coup, lui, il est dépendant de cette licence-là. Donc après, la licence, comment se préparer? Alors, il est important d'avoir en mémoire que la valorisation de vos brevets à l'étranger ne va pas se faire quelque part tout seul. Une préparation va être nécessaire avant de trouver un partenaire et avant de pouvoir conclure un contrat. Si vous n'êtes pas préparé ou pas préparé suffisamment, il est peu probable que vous trouviez un partenaire sérieux ou que ça débouche sur un contrat signé. Donc, cette préparation, elle va se faire déjà en 2 temps. Le premier temps, c'est connaître ses droits de propriété industrielle. Donc là, vous allez devoir identifier le titre que vous souhaitez concéder, que vous souhaitez donner en licence, l'identifier et faire une première évaluation sur l'opportunité de licencier. Vous allez devoir vérifier le statut de votre titre. Donc, sur cette première vérification, sur cette première identification-là, il faut que vous soyez aussi relativement impartial. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire j'ai ce brevet-là, bon, je vais le donner en licence. Non, il faut vraiment être relativement impartial sur la technologie liée à ce brevet-là. Est-ce que c'est une technologie forte? Est-ce qu'elle présente réellement un intérêt? Se mettre quelque part à la place du licencié. Si j'étais une société tierce, est-ce que moi, j'aurais un intérêt à prendre en licence ce titre-là? Donc, il faut vraiment faire déjà une première analyse sur les titres que vous avez. Deuxième élément important, c'est vraiment connaître le marché, ses contraintes, ses acteurs. Là aussi, il y a vraiment un travail de fond à faire qui est relativement important. Alors, bien sûr, vous avez de nombreuses sources pour connaître ce marché-là. Il y a bien sûr les BCI qui peuvent vous aider sur ce travail-là. Il y a une autre source aussi qui est importante et que je souhaitais vous signaler, c'est les brevets publiés. Alors, c'est un outil qui est très peu utilisé, pas assez en tous les cas, qui pourtant c'est une des sources d'information les plus importantes d'un point de vue technologique. En fait, comme vous l'a expliqué Olivia, un brevet, c'est pour pouvoir être protégé, une invention technique pour pouvoir être protégée, il faut déposer le brevet. La contrepartie du dépôt de ce brevet-là, c'est qu'il est publié. Il est publié qu'au bout de 18 mois. Vous n'avez quand même pas cette fenêtre-là, mais n'empêche que c'est publié. Et là, faire une recherche de brevet, ça va vous permettre de faire un peu un état des lieux notamment sur un territoire, de toutes les technologies qui sont concurrentes ou très proches de la vôtre. Cette analyse, en fait, va vous permettre derrière d'avoir une meilleure visibilité du marché que vous souhaitez, en fait, concéder une licence. Donc là, vraiment,
cette source d'information brevet doit être utilisée dans le cadre d'une telle préparation. Alors bien sûr, il y a d'autres sources possibles d'informations. Vous pouvez aller sur des salons professionnels pour mieux connaître le marché. Il y a des bases de données en ligne sur les revues, les journaux et publications à caractère technique, économique qui peuvent être utilisées. Donc, vous avez tout un tas de sources d'informations, mais c'est à vous quelque part aussi de faire l'effort d'aller chercher ces informations-là pour bien préparer derrière votre négociation avec votre partenaire et bien connaître les contraintes et les acteurs du marché. Ces informations-là vont être indispensables pour déjà évaluer, encore mieux évaluer l'opportunité de licencier votre technologie au regard du marché particulier qui vous intéresse, au regard du territoire particulier qui vous intéresse, et ainsi mieux évaluer aussi la contrepartie financière que vous êtes en droit d'attendre, que vous pouvez attendre en fait d'une licence de brevet. Et si vous n'aviez pas encore de partenaire, ça va vous permettre aussi d'identifier d'éventuels partenaires. Alors attention à la première approche d'éventuels partenaires, NDA aussi, contrat de confidentialité également nécessaire. Je fais un petit aparté sur les contrats de confidentialité parce que c'est important de l'indiquer. Souvent, on peut nous dire j'ai un contrat de confidentialité, je suis tranquille. Ce qui est souvent difficile avec les contrats de confidentialité, trouver des modèles de contrat, il faut faire attention aussi là encore de bien l'adapter. Ce n'est pas trop compliqué de les faire signer. Ce qui est compliqué souvent, c'est de démontrer en fait que vous aviez déjà les informations confidentielles échangées avant le NDA, avant les échanges avec les parties, et démontrer aussi, souvent c'est assez compliqué, de démontrer en fait que vous avez fourni à votre partenaire ces informations-là et qu'elles étaient confidentielles. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce point-là, sensibiliser vos collaborateurs sur ce point-là, de vraiment bien identifier les informations confidentielles, mentionner que les informations sont confidentielles avant de les échanger avec votre partenaire. Si vous ne faites pas cet effort-là, et là aussi, c'est pas toujours très simple en entreprise, on veut aller très vite, mais c'est important de le faire parce que si vous n'êtes pas capable de montrer ces éléments-là, votre NDA ne servira pas à grand-chose. Donc, faites attention à ce point-là. Alors, une fois qu'on est préparé, on a trouvé un éventuel partenaire, bien sûr, se pose la question, et c'est souvent un des points importants, c'est quelle contrepartie financière je suis en droit de demander. Sur cette contrepartie financière, il n'y a pas de normes de montant obligatoire type en fonction des territoires. C'est vraiment une négociation au cas par cas. Donc, il ne faut pas avoir cette idée-là, parce que je suis sur tel territoire, c'est 10%. Si je suis un autre, c'est 5%. Non, ça, c'est complètement faux. Donc là, il faut vraiment bien avoir en tête cette idée-là. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation qui sont possibles, qui peuvent vous aider en fait à avoir une idée d'un taux de redevance, d'une contrepartie financière raisonnable. Mais c'est des méthodes d'évaluation toujours à utiliser avec beaucoup de prudence. Parce qu'au bout du bout, de toute façon, c'est la négociation avec le licencié qui va donner votre contrepartie financière. Alors, on a plusieurs méthodes d'évaluation qui sont possibles. La méthode du coût, c'est quelque part la somme des dépenses engagées par vous, par la société, pour la mise au point, la protection, donc les dépôts notamment de brevets et leur extension, et la commercialisation de la technologie ou du produit lié. Donc là, vous faites la somme totale et vous dites, si moi je donne en licence ce territoire-là, je veux au moins récupérer cette somme-là. Alors, comme on parle sur un territoire et que souvent vous exploitez déjà quelque part en France, vous ne pouvez pas demander au licencié de couvrir l'intégralité des frais si vous partez sur cette méthode-là. Mais c'est quand même une méthode d'évaluation qui vous donne une idée d'un coût. Toujours dans cette méthode de coût, une autre solution qui existe, c'est de se dire quel licencié, vis-à-vis du licencié, le licencié, combien lui coûterait quelque part de développer une technologie similaire à la vôtre et qui ne soit pas contrefaisante.
contrefaisante. Combien ça lui coûterait en interne ou s'il faisait appel à un tiers. Donc là aussi, c'est un moyen d'avoir une idée du coût de la contrepartie financière que vous pouvez demander. Une autre méthode d'évaluation possible, c'est la méthode du revenu. Alors, ça correspond aux bénéfices que la nouvelle technologie est susceptible de générer. Forcément, quand le licencié prend une licence auprès de vous, il attend que vous lui apportiez quelque part une technologie nouvelle, une technologie qui lui donne des profits supplémentaires. Donc là, on va se dire, par exemple, un produit, le coût de revient est de 500 €. Il est vendu 1 000 €. On aura une plus-value de 500 €. Cette plus-value de 500 €, on applique dans ces cas-là la règle des 25. Donc là, la règle de 25, c'est de dire que sur les 500 € de profit qu'a généré, si vous voulez, la licence de brevet, la technologie liée au brevet, entre un quart et un tiers va revenir au concédant. Donc sur les 500 €, vous touchez entre un quart et un tiers. Donc c'est une des méthodes d'évaluation possibles. Ensuite, c'est la méthode d'évaluation de la valeur du marché. Les taux de redevance pratiqués par d'autres contrats de licence. C'est un peu comme si on va sur le Bon Coin, on se dit, sur le Bon Coin, telle voiture ou tel bien est alloué 500 €. Moi, j'ai à peu près la même surface, je suis à peu près dans le même quartier, je vais louer aussi 500 €. C'est un peu tout simplement ça, cette méthode d'évaluation-là. Alors, c'est une méthode qui est relativement difficile parce qu'on comprend vite que une technologie, par définition, quelque part, elle est nouvelle, donc il n'y a pas forcément de référent. Et puis, chaque situation est particulière. De toute façon, quelles que soient les méthodes d'évaluation qu'on utilise, qui sont possibles, il faut alors l'adapter dans tous les cas à votre situation particulière. Alors, sur des taux d'évaluation, je vous ai mis dans le slide suivant quelques exemples de taux d'évaluation pratiqués, moyens quelque part, qu'on peut trouver en matière de brevet. Alors, on voit vite qu'en fait, selon les domaines d'activité, les taux varient, souvent parce que ça dépend quelque part en matière de brevet de la technologie développée. Si plus la technologie plus la recherche et développement pour ces produits-là est important, plus forcément les taux de redevance vont être importants. On revient quelque part à la méthode d'évaluation qu'on a parlé, le montant des sommes engagées pour la mise au point de l'invention. Donc, vous voyez, je vous ai mis quelques exemples selon les domaines d'activité de pourcentage sur vente nette qui ont pu être constatés. Je vous ai mis aussi quelques taux de redevance pratiqués en matière de brevet. En matière de marque, excusez-moi. Donc là, c'était des taux de redevance habituellement observés dans des secteurs d'activité. Pour les produits de grande consommation, on va être des taux entre 1 et 2%. Pour les produits de luxe, on monte à 10%. Alors là, en matière de brevet, on se disait c'est plutôt quelque part la recherche et développement important qui peut justifier des taux relativement importants ou faibles. Là, en matière de marque, ça va plutôt être quelque part les marges. On comprend vite que si des produits de consommation, les marges sont beaucoup plus faibles, forcément, on ne peut pas demander des redevances importantes. Le domaine du luxe, les marges sont beaucoup plus importantes et la notoriété souvent des marques est beaucoup plus importante, donc les taux de redevance vont être plus importants. Il y a d'autres sources possibles. Je voulais vous signaler, excusez-moi, le site royaltysource.com, qui est un site payant, mais qui est une base de données donnant accès en fait à des licences signées entre des entreprises, parce qu'on va le voir plus tard, quand vous signez une licence, souvent, elles peuvent être publiées, et des fois, dans les publications des licences, elles doivent être inscrites auprès des registres. Donc, en fait, les tiers peuvent avoir accès, et des fois, en fait, les montants des redevances ne sont pas biffés, donc vous pouvez avoir ces montants de redevances-là. Donc, ce site-là, en fait, va permettre, vous allez taper, en fait, dans quel domaine d'activité vous êtes, et va vous donner, en fait, certains montants de redevances qui sont habituellement pratiqués. Donc là, c'est aussi peut-être un outil que vous pouvez utiliser, toujours pour vous donner une idée
des redevances habituelles, des taux de redevance habituellement pratiqués dans un secteur d'activité. Quelle que soit la méthode d'évaluation, quel que soit le taux de redevance habituellement pratiqué sur le marché, il faut bien garder à l'esprit, et ça c'est important aussi pour vous, que ce taux de redevance-là, que cette contrepartie financière-là doit être évaluée en fonction de votre cas particulier. Il faut aussi garder en esprit que ça doit toujours être gagnant-gagnant. Si vous demandez un taux de redevance trop important, le licencié ne va pas avoir un intérêt. Il faut vraiment que vous restiez dans l'idée que les deux parties doivent être gagnants pour négocier, pour que votre négociation aille jusqu'au bout. Et ça, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une bonne connaissance de votre technologie, de ses limites et du marché qui vous permettra en fait d'ajuster ce taux de redevance-là. Alors, vous allez ajuster votre taux de redevance avec notamment les éléments que je vous cite sur le slide. D'abord, ça peut être la condition de la licence. Forcément, si vous êtes dans une licence exclusive ou non exclusive, le taux de redevance pratiqué ne sera pas le même. Forcément, dans une licence exclusive, le taux de redevance est plus important, puisque le seul moyen que vous avez de valoriser quelque part l'invention, c'est le licencié qui peut le faire. Si elle est non exclusive, plusieurs sociétés sont susceptibles de valoriser et d'apporter un retour financier sur l'invention, donc forcément, le montant de la redevance sera moins cher. Vous avez aussi la technologie en cause. C'est important aussi. Est-ce qu'elle est finalisée? Est-ce qu'elle est en état de développement? Ou est-ce qu'elle est vieillissante? Si elle est finalisée, forcément, vous êtes un peu plus fort et vous pouvez demander un taux de redevance un peu plus important. Si elle est en cours de développement et le développement est fini, forcément, vous êtes plus faible. Et c'est aussi le cas si votre technologie est vieillissante. Ça dépend du marché. Parce que le marché, c'est un marché très concurrent. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché? Ça dépend aussi de la concurrence, bien entendu. Ça dépend aussi de l'importance du licencié. Est-ce que votre licencié a un capital social important? Est-ce que c'est un acteur majeur sur le marché? Ça dépend aussi des considérations financières. Donc là, on va avoir de nombreux éléments. Donc, on peut avoir les marges. Est-ce que les marges sont importantes pour ce produit-là? On peut avoir aussi les coûts de garantie qui peuvent être importants ou pas. Ça dépend des risques encourus par le licencié. Donc là, c'est pareil. On peut revenir un peu à votre recherche que vous avez faite même pendant le processus d'enregistrement de votre brevet, vous avez pu voir peut-être que votre brevet peut être un peu borderline au niveau des éventuelles antériorités qui ont été citées. Donc là, si votre licencié est susceptible de se voir engager une procédure en contrefaçon, forcément, vous allez demander un taux de redevance beaucoup moins important. Ça peut être aussi des poursuites des responsabilités du fait du produit. Donc, tous ces éléments-là vont être pris en considération pour pondérer, augmenter ou au contraire diminuer le taux de redevance que vous êtes susceptible de négocier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de taux de redevance fixe et dans tous les cas, la contrepartie financière, c'est avant tout de la négociation et purement de la négociation entre deux parties. Alors, on va pouvoir parler du contrat de licence. Si je peux me permettre, Oui. je me permets de ne pas écrire une question puisque j'ai la main et que je peux la poser. Finalement, à qui on s'adresse pour éventuellement valoriser sa licence au regard de tous ces critères? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous? Ou est-ce qu'il y a des gens qui le font? Comment ça se présente? Parce que c'est quand même beaucoup de critères à prendre en compte. Sur l'évaluation? Oui, sur l'évaluation, oui. Oui, je veux bien répondre Ouais. sur cette question. Effectivement, ça fait partie de notre périmètre d'évaluer la partie financière lors d'une négociation en matière de licence ou en matière de cession.
Mais on est très demandeur d'informations, c'est-à-dire qu'on doit être en relation à ce moment-là, à la fois avec, au sein de l'entreprise, avec la direction financière, avec la direction générale. On doit avoir accès, je dirais, à tous les éléments financiers, notamment les marges, et puis être également en lien avec d'autres organismes qui ont pu faire notamment des études de marché sur les pays concernés. Donc, Fabienne l'a parfaitement rappelé, cette préparation, elle peut être relativement longue parce qu'on doit réunir énormément d'informations, des informations financières, des informations en termes de marketing, de marché, bien apprécier la technologie que l'on souhaite donner en licence. Donc oui, ça fait partie de nos prérogatives en matière de brevets, en matière de marque et en matière de dessins et modèles. Mais ces opérations, ces process sont relativement longs. D'accord. Mais on n'est pas tout seul. Voilà, c'était ma question. Voilà, exactement. Voilà. Bien, je vous laisse poursuivre alors. Alors maintenant, je vais vous parler du contrat de licence. Donc, on a donné tout à l'heure une définition du contrat de licence, donc une location quelque part d'un titre avec une contrepartie financière. Donc, on va bien définir la base de notre contrat. C'est l'objet du contrat. Quels sont les titres qui sont donnés aux licences? Alors, quand même, je le rappelle, et Olivia vous l'a déjà dit, c'est que d'abord, on doit avoir un brevet protégé à l'état de demande ou délivré sur le territoire. C'est quand même un des éléments importants. On peut, l'objet du même si on est dans le cadre d'une licence de brevet, on peut avoir aussi une licence de marque liée. On peut avoir aussi du savoir-faire. Donc en fait, c'est pas parce que on est dans une licence qu'on n'aura que des clauses liées, enfin une licence de brevet, qu'on n'aura que des éléments liés au brevet. Dans votre licence, vous pouvez être beaucoup plus général et prévoir notamment en fait l'autorisation pour votre licencié d'utiliser aussi le nom du produit. Il n'y a aucun problème. Mais le principal, c'est toujours pareil, c'est de bien identifier les titres, bien les référencer. Ça aussi, c'est important dans votre contrat de licence de bien référencer tout ça. La nature de la licence va être très importante aussi. Est-ce qu'elle est exclusive ou non exclusive? Exclusive, ça veut dire que seul le licencié est autorisé en fait à exploiter le brevet. Vous vous interdisez aussi, normalement dans une cas de licence exclusive. On parlera si vous et votre licencié sont autorisés à exploiter le brevet sur le territoire, on parle plutôt de licence unique. Elle peut être non exclusive, c'est-à-dire que le licencié est autorisé à exploiter le brevet, mais vous pouvez aussi autoriser d'autres tiers à exploiter le brevet sur ce même territoire. L'étendue des droits va être aussi importante. Est-ce qu'il s'agit d'une licence partielle ou totale? Alors, licence partielle, ça veut dire qu'en matière de brevet, on va autoriser par exemple qu'un domaine d'application de l'invention. On ne va pas autoriser tous les domaines d'application. En matière de marque, en fait, on peut autoriser aussi l'utilisation de la marque pour une catégorie de produits et pas pour l'intégralité des produits. Donc, elle sera partielle dans ces cas-là et totale si elle concerne l'intégralité de l'invention ou l'intégralité des produits désignés dans votre marque. Le territoire doit être défini aussi avec précision. Ça aussi, il faut être attentif sur ce point-là. Les droits concédés, est-ce que vous autorisez simplement la fabrication du produit ou et sa commercialisation? Ça aussi, une licence, vous devez clairement identifier qu'est-ce que vous autorisez dans le cadre de votre licence. Un autre point aussi à étudier, c'est est-ce que le licencié est autorisé ou pas à concéder des sous-licences? C'est-à-dire qu'il est licencié principal, il peut autoriser d'autres tiers, en fait, à exploiter votre licence. Souvent, c'est autorisé sous un contrôle, sous un agrément. Et là, il convient de prévoir quelque part les modalités de cet agrément d'un éventuel sous-licencié. Donc après, sur la contrepartie financière, donc là, on en a parlé.
il y a une grande liberté de cette contrepartie financière et également des modalités de cette contrepartie financière. Ce n'est pas parce qu'on est dans une licence que ça va être forcément un taux de redevance. Donc, vous pouvez avoir un droit d'entrée, c'est-à-dire que dès la première année, votre licencié va vous donner une somme forfaitaire, une sorte d'accès en fait à cette licence. Ça peut être, au mieux d'un taux de redevance qui est des fois compliqué, qui est soumis à beaucoup de débats, quelque part une somme forfaitaire annuelle. Cette forfaitaire peut être indexée, c'est-à-dire augmente ou baisse, enfin, monte en fonction des années ou baisse, ou non. Mais ça peut être une autre solution. C'est une solution tout à fait envisageable. Ça peut être des minima annuels aussi qui peuvent être prévus dans cette contrepartie financière. Alors, les minima annuels sont très importants, notamment dans le cadre d'une licence exclusive. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. Comme je vous l'ai dit, l'exclusivité, ça veut dire que seul votre licencié va être autorisé à exploiter votre brevet sur ce territoire-là. Il ne faut pas qu'il y ait quelque part une licence de blocage ou une licence qui vous rapporte rien, alors que c'est le seul autorisé à exploiter. Alors, pour éviter cet inconvénient-là, on prévoit un minima annuel. Ça veut dire que même si le montant des redevances qu'il devait vous verser, sur la base, de manière normale, n'atteint pas cet objectif-là, même s'il n'atteint pas cet objectif-là, il doit vous verser au minima cette somme-là. Et cette clause-là est aussi importante parce que des fois, ça permet en fait de sortir du contrat si on voit, par exemple, on peut prévoir qu'au bout des 2 ans, 2 ans consécutifs, les minima annuels ne sont pas atteints. Ça veut dire que le licencié ne fait pas ce qu'il faut pour exploiter comme il faudrait votre invention sur le territoire. Et dans ces cas-là, on peut prévoir une sortie du contrat pour vous. Donc après, sur cette contrepartie financière, ça peut être des redevances, des royalties. Alors, sur la redevance, le royalty, il faut être prudent quand vous prévoyez par écrit. C'est en fait, où il faut vraiment être prudent, c'est prévoir l'assiette de cette redevance-là. Sur quelle base sera ce taux de redevance-là? Donc, c'est d'autant plus important quand vous contractualisez avec des sociétés étrangères que derrière, sous certains termes de techniques juridiques, on n'entend pas forcément la même chose en France que dans un autre pays. Donc vraiment, il faut être attentif sur ce point-là, sur cette base, sur cette assiette-là, et ce qu'on entend également par cette base juridique-là. Donc sur les bases, ça peut être le chiffre d'affaires brut net, ça peut être volume de production, ça peut être basé sur les ventes brutes ou les ventes nettes. L'important, c'est vraiment d'être précis sur cette assiette-là. Et après, vous prévoyez votre taux de redevance qui peut être fixe. Ça veut dire, par exemple, 5% sur le chiffre d'affaires pendant toute la durée de la licence, mais qui peut être également dégressif. Alors, ça peut être dégressif en termes de volume. Vous êtes à 2% dès lors que vous êtes un chiffre d'affaires entre 10 000 et 20 000. Vous êtes à 1,5% dès qu'il passe la barre des 20 000 à 40 000. Et puis, vous descendez, par exemple, à 1% dès qu'il passe la barre des 100 000 de chiffre d'affaires. Et ça peut être aussi dégressif en matière sur le temps. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes sur une technologie qui est plutôt à la pointe, et puis plus ça va, plus elle est vieillissante. Vous pouvez tout à fait vous dire, par exemple, que sur 2 ans, on part sur un taux de redevance à 5%, 5-6%, et puis passer la barre des 2 ans, la technologie va être vieillissante, donc on va diminuer notre taux de redevance. Tout est possible, tout est négociable, il n'y a aucune limite si vous voulez. Donc là, il ne faut pas avoir en fait de point de vue tranché sur ce point-là. Les autres éléments à prévoir dans le cadre de la partie financière, si vous voulez, c'est un accès aux éléments comptables du licencié. Ce n'est pas parce que c'est une société étrangère que vous ne pouvez pas contrôler en fait les montants qui vous indiquent dans le cadre de cette licence-là. Vous pouvez tout à fait prévoir en fait une clause qui va autoriser un comptable, quelque part un comptable local, à accéder au compte du licencié et à vérifier les éléments qu'il vous fournit. Donc là, c'est pareil, le but dans le cadre, au moment de la rédaction du contrat, c'est vraiment quelque part formaliser par écrit les conditions, dans quelles conditions le comptable va pouvoir intervenir
déjà autoriser expressément à ce qu'un comptable puisse intervenir. Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a un délai de prévenance? Quels sont les éléments comptables exactement auxquels il pourra avoir accès? Donc ça, c'est pareil, c'est des éléments à prévoir parce que si ce n'est pas prévu, après, c'est très compliqué. On va prévoir toujours sur la partie financière des pénalités de retard en cas de retard de paiement. C'est des clauses relativement plus classiques. Et dans le cadre d'une société à l'étranger, où il faut être relativement prudent sur la contrepartie financière, c'est la devise, la date et le taux de conversion et la fiscalité. Ça aussi, il faut que vous prévoyez en amont. Sur les modalités de la licence, on va avoir la durée. Donc, on va avoir sa date d'entrée en vigueur, bien entendu, bien indiquée. Est-ce qu'on est dans un contrat de durée déterminée ou un contrat de durée indéterminée? Souvent, on est sur des contrats de durée déterminée. On est souvent entre 2 et 5 ans, avec une possibilité de reconduction. Et donc, un délai de préavis si vous souhaitez renouveler le contrat. Donc, après, on va avoir les clauses et conditions de résiliation du contrat. Donc, les causes, c'est pareil, il faut quelque part se poser les bonnes questions, savoir à quel moment on peut sortir du contrat, notamment s'il y a une liquidation judiciaire du licencié, notamment si, comme ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a le non-respect des minima annuels pendant une durée déterminée. Donc voilà, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui me ferait sortir du contrat si tel événement se passait, et les prévoir expressément pour éviter toute difficulté le jour où l'événement se produit. Et enfin, c'est l'effet de la fin du contrat. Quels sont les effets de la fin du contrat aussi à prévoir? Alors, les effets de la fin du contrat, il faut notamment penser au sort du stock. Notamment, s'il y a un désaccord avec votre licencié, il y aura peut-être du stock du produit sous licence. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce stock-là? Est-ce qu'on prévoit qu'il doit le détruire ou est-ce qu'on prévoit une contrepartie financière, un délai pour lui pour qu'il liquide les stocks? Ça aussi, il faut le prévoir. Et un autre élément important dans l'effet du contrat, c'est aussi si jamais vous étiez dans un contrat où il y avait un savoir-faire qui était transféré. Là aussi, peut-être un savoir-faire qui n'est pas protégé par le brevet et qui est soumis à une clause de confidentialité, faut penser au maintien de cette clause de confidentialité, même si vous sortez du contrat. Donc, tous ces éléments-là, c'est de se dire, à la fin du contrat, qu'est-ce qui doit rester? Comment on sort proprement du contrat? Alors, dans les autres clauses importantes d'un contrat de licence, on va avoir la défense du titre. C'est surtout important parce qu'il s'agit d'une société étrangère et que lui a une meilleure connaissance d'éventuels contrefacteurs sur le marché. Donc, on va prévoir déjà une obligation mutuelle d'information. Le licencié doit notamment vous informer de tout fait contrefaçon dont il pourrait avoir connaissance. On va avoir la possibilité ou pas d'agir pour le licencié. Alors, c'est prévu plus facilement s'il s'agit d'une licence exclusive, beaucoup moins facilement s'il s'agit d'une licence non exclusive. Qu'est-ce que vous souhaitez? On va avoir l'assistance aussi du concédant ou du licencié en cas d'action. Et puis, le dernier point à vous prévoir, c'est la répartition d'éventuels des frais et dommages en cas d'obtention d'une décision. Comment c'est réparti, tout simplement. Vous allez avoir bien entendu aussi à prévoir dans le contrat de licence vos obligations. Une des obligations qu'il ne faut pas oublier, c'est si le savoir-faire, l'exploitation quelque part de l'invention, s'il y a un savoir-faire qui est lié et qui est nécessaire, vous devez le transmettre. Et il faudra prévoir les modalités de transfert de ce savoir-faire-là. Dans quelles conditions vous le transférez et à partir de quel moment vous considérez qu'il a été suffisamment transféré. Ça aussi, c'est un travail à faire en amont qui permet d'éviter de nombreuses difficultés sur cette définition-là du savoir, sur cette problématique du transfert du savoir-faire. Vos garanties également devront être prévues. Le but du jeu pour vous, ça va être de limiter dans ce qui est possible vos garanties en fonction de la législation notamment nationale. Vous limitez
plus que possible vos garanties vis-à-vis du licencié et d'éventuels, et si notamment votre licence contrefaisait le brevet d'un tiers. En fait, une autre obligation, alors là, elle est évidente, mais c'est bien de le rappeler, c'est qu'il faut que vous mainteniez en vigueur votre brevet. Votre brevet, dans le cas d'une licence, continue à vous appartenir, donc c'est à vous, derrière, de le maintenir en vigueur. Donc après, les modalités de la licence, on va passer à d'autres clauses liées au contrat, donc la clause des règlements de litige. Donc là, c'est important aussi de la prévoir dans le cadre d'un partenariat avec une société étrangère. Quelle est la loi compétente? Est-ce que c'est la loi française ou est-ce que c'est la loi, par exemple, américaine si vous êtes avec une société américaine? En sachant que quand vous êtes avec une société américaine, c'est rare qu'ils acceptent que ce soit la loi française. Ça, il ne faut pas beaucoup se faire d'illusions là-dessus. Quelle est la juridiction compétente? Est-ce que c'est des juridictions judiciaires ou arbitrales? De plus en plus, dans des cadres de contrat, on fait appel maintenant à des clauses arbitrales qui vous permettent d'avoir des juridictions arbitrales compétentes plutôt que des juridictions judiciaires. Donc, c'est vraiment intéressant de se poser cette question-là. Je vois qu'il y a des erreurs après dans mon slide sur l'inscription de la licence. Désolée, mais l'inscription de la licence, alors l'inscription de la licence, c'est également un élément important aussi à prévoir. Qui va faire l'inscription de la licence? Donc, je vous rappelle que pour que la licence soit opposable au tiers, il faut l'inscrire auprès du registre national concerné. Par exemple, vous prenez une licence, vous donnez licence à une société américaine sur un brevet américain, il faut faire enregistrer auprès de l'Office américain des brevets, l'USPTO, votre licence. Donc, qui prend en charge les frais liés à l'assistance et qui s'occupe simplement des formalités. Ce que je voulais vous parler aussi dans ce slide-là, c'est le sort des perfectionnements aussi, qui est important à prévoir dans un cadre de licence, dans un cadre d'un contrat de licence. S'il y a des licences éventuelles, s'il y a des perfectionnements éventuels effectués par le licencié ou le concédant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont intégrés automatiquement à la licence première, à votre licence principale, ou au contraire, est-ce qu'ils pourront donner lieu à une éventuelle contrepartie financière ou pas? Ou est-ce qu'elles ne seront pas intégrées à votre licence? Donc là, c'est vraiment des questions qu'il convient de vous poser et de régler et de le contraliser derrière. Et pareil, il faut se poser la question, si votre licencié, lui, fait aussi des perfectionnements. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est vraiment très intéressant déjà d'obtenir en fait l'information, une obligation pour le licencié de vous en informer des éventuels perfectionnements et du coup prévoir un peu quelles sont les modalités après pour que vous puissiez les exploiter de manière la plus libre possible. Dans un cadre d'un tel contrat de licence, de nombreuses clauses, ce que je vous disais, sont possibles. Donc là, ce n'est pas parce qu'on est dans une licence qu'on va avoir que des dispositions relatives à la licence. On peut avoir des dispositions relatives à un contrat de distribution, un contrat d'approvisionnement exclusif, un contrat de recherche-développement. Donc là, on va intégrer quelque part toutes les clauses qui nous intéressent, toutes les clauses qui correspondent à la relation, au partenariat que vous avez négocié, que vous avez prévu avec votre licencié. Donc, ça peut être des normes de fabrication, ça peut être des clauses d'approvisionnement exclusif, ça peut être aussi des clauses telles que le preneur de licence privilégiée qui constitue à dire que le licencié aura des modalités, une contrepartie financière aussi avantageuse que vous pourrez accorder à notre tiers. Donc, de nombreuses clauses sont possibles. Elles sont possibles dès lors que vous y pensez et que derrière, c'est bien contractualisé. Alors, excusez-moi, j'ai deux choses. La première, c'est que si vous avez détecté une coquille ou une erreur dans vos slides, on la corrigera avant de la mettre en ligne. Là, comme ça, il n'y aura pas de, comment dire, de mécompréhension possible. Hein. Là, vous aurez la main, bien sûr, dessus avant qu'on la mette sur notre site internet. Hein.
J'en profite pour poser une question, puisqu'on était sur la licence et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'on peut imaginer concéder une licence non pas sur un brevet, mais sur un savoir-faire qu'on aurait éventuellement protégé simplement par une clause de confidentialité? Alors, on peut licencier le savoir-faire, mais il faut vraiment être prudent sur ce qu'on entend par savoir-faire. C'est vraiment quelque chose où il faut être très prudent parce que derrière, faut vraiment que ça existe, hein, quelque part des licences de savoir-faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien définir, votre savoir-faire Oui, et qu'il soit bien confidentiel. Et ça, déjà, c'est pas si évident que ça. On se rend compte vite dans les faits que, le savoir-faire, même s'il existe, quelque part, il est facilement identifiable et on peut facilement, quelque part, le découvrir. Donc là, il n'y aura pas un intérêt, quelque part, pour un licencié à prendre sur une licence, à engager des frais sur quelque chose qui est quelque part, on peut facilement, pas le contourner, mais en tout cas, facilement l'identifier. Donc oui, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais quelque part, vaut mieux avoir un brevet et un titre que se dire: «J'ai du savoir-faire et je peux le licencier». d'accord. Je ne sais pas si Olivia, tu veux intervenir sur la notion de savoir-faire et les limites que ça peut comporter? Alors, le savoir-faire, c'est ça qui ne serait pas breveté, en fait, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas breveté, ce savoir-faire? Parce que nous, on entend par savoir-faire un petit peu les tours de main, en fait, qui sont développés par l'entreprise sur une certaine technologie et que c'est ça plutôt la notion de savoir-faire, ça doit rester, la sauce interne et ça n'a pas vocation à être divulgué ou à être, communiquer à des tiers. Voilà. Pour le reste, je te rejoins parfaitement. Effectivement, ce serait possible de le faire, mais il faut bien identifier l'intérêt de le faire, en fait. Bien, parfait. Ben, je vous laisse poursuivre. Alors maintenant, on va discuter de la cession. Donc la cession, quelque part, du brevet, on va être dans une situation beaucoup plus simple. Alors, beaucoup plus simple, notamment pour, si vous êtes titulaire de votre brevet et que vous souhaitez valoriser. Dans les faits, en fait, c'est beaucoup plus difficile, en fait, à trouver un partenaire qui est prêt, en fait, à obtenir la cession, enfin, qui est prêt à acheter votre brevet plutôt que le licencier. Donc, un contrat de cession, c'est un contrat de vente transférant tout simplement votre brevet sur un territoire à un tiers. Donc forcément, une cession, en termes de clause, ça va être beaucoup plus simple parce que vous ne rentrez pas dans un partenariat, vous ne rentrez pas dans une collaboration avec cette société-là. Vous vous vendez le tiers, la technologie qui est associée et chacun prêt vit sa vie quelque part. Donc les principales clauses qu'on va trouver, c'est l'identification du titre cédé. Donc là, il faut être bien entendu bien précis. Quel est le brevet exactement qu'on cède, qu'on transfère? Le prix de la cession, là, on va pouvoir réutiliser les méthodes d'évaluation qu'on a vues, mais en partant du principe qu'on part sur une cession. Mais les méthodes d'évaluation qu'on a indiquées ci-dessous sont tout à fait applicables. Donc là, le prix de cession, c'est pareil. Bon, souvent, le prix de cession, ça va être une somme forfaitaire dans un tel cas. On peut avoir des sommes sur plusieurs années, mais c'est fortement déconseillé. Souvent, c'est une somme forfaitaire définitive, donc on prévoit cette somme-là. On va prévoir la portée de la cession, donc sur tel territoire exactement sur quel brevet et quel territoire porte exactement la cession. Bon, en général, la portée de la territoire, ça va être celui-là du brevet. Et quelles sont vos garanties? Là aussi, l'objectif, ça va être de limiter vos garanties. Donc les points à respecter, c'est le transfert du savoir-faire lié à l'exploitation du brevet. Ça aussi, vous devez le transférer. Vous ne devez pas forcément, la société étrangère qui a acheté le brevet doit pouvoir être en mesure de l'exploiter. On va respecter la possibilité, on va prévoir contractuellement que le nouveau titulaire du brevet a la possibilité de poursuivre des faits, bien sûr postérieurs, mais également ultérieurs à la cession.
Et faut prévoir également la cession du droit de priorité. Bon, ça, c'est un peu moins applicable dans le cadre d'une société étrangère, puisque vous êtes souvent parti de votre brevet français. Et du coup, vous avez utilisé après le droit de priorité pour derrière l'étendre sur un pays. Mais bon, c'est un petit point quand même qu'il faut mentionner, c'est qu'en fait, quand vous cédez un brevet, vous ne cédez pas obligatoirement, même un brevet à l'état de demande, vous ne cédez pas obligatoirement le droit de priorité qui lui est lié. Il faut prévoir expressément. Donc ça, c'est un petit point aussi à connaître. Donc après, le dernier point que vous souhaitez vous parler, mais très rapidement, c'est la joint venture. Donc la joint venture, ça consiste en fait à créer une structure, une nouvelle société sur le territoire où vous souhaitez valoriser le brevet, en ayant un partenariat avec une ou plusieurs entreprises qui sont indépendantes juridiquement et économiquement. Donc, on vous crée un projet commun et pour mettre en place ce projet commun-là, vous allez créer une société. Donc, les principaux éléments de la joint venture, ça va être ce projet commun que vous avez entre vos deux entreprises et la création de cette nouvelle structure. Donc, le statut de la structure, ben là, ça dépendra vraiment de la législation nationale. Je vous ai mentionné les principales mentions indiquées dans un contrat de licence, mais ce qui va nous intéresser pour rester dans le sujet, c'est que parmi en fait les apports que vous pouvez en fait mettre dans la joint venture, il peut avoir la licence du brevet ou sa cession. Ça aussi, c'est des éléments pour valoriser quelque part que vous pourrez valoriser à ce moment-là vos brevets en apportant en licence ou en cession. Ces derniers dans le cadre de la joint venture. Donc, faire attention par contre, vous créez une nouvelle société, une société tierce qui va exploiter le brevet. Donc, c'est important aussi de faire l'inscription de la cession ou de la licence auprès du registre national concerné. Voilà les éléments principaux que je voulais vous dire sur la joint venture. Et après, on passe Avez-vous des questions? Oui. Aux questions-réponses. Sur les différents sujets qu'on a pu donc aborder, à la fois sur l'obtention des titres ensuite qui permettent effectivement d'accorder des licences ou de céder en totalité le droit sur tel ou tel territoire. J'apporterai juste une précision. Dans le cadre des contrats de licence, notamment dans des pays type États-Unis, peut-être le Mexique, ça peut être la Chine, le Japon, systématiquement les contrats sont révisés et en collaboration avec nos confrères sur place pour tenir compte de la législation sur le territoire concerné et puis de tenir compte aussi des subtilités de langage et de traduction. Donc ça fait partie effectivement là aussi de nos prestations et de nos conseils de faire réviser systématiquement tout contrat par des confrères sur place pour s'assurer qu'on a tous la même compréhension au moment de la négociation. Il faut savoir que des contrats en Europe sont relativement moins lourds, on va dire, que des contrats avec des pays anglo-saxons et notamment avec des sociétés américaines où on peut facilement arriver à des contrats de l'ordre d'une centaine de pages. Donc, on doit être particulièrement vigilant dans ces cas-là. Voilà, on est à l'écoute de vos questions. Alors, j'ai effectivement quelqu'un qui a levé la main, mais comme je disais en préambule, on ne peut pas, le module n'est pas actif, les micros sont coupés, etc. Donc, c'est pour ça que je disais d'utiliser le module questions-réponses pour poser vos questions, de façon à ce qu'on ait donc la visibilité sur les questions qui sont posées et qu'on puisse y répondre. Alors, au pire, après, il sera bien sûr possible d'entrer directement en contact avec soit le cabinet Le Guen en direct ou soit via Bretagne Commerce International. Hein. Mais le mieux, encore une fois, c'est que vous devez avoir un petit module questions et réponses. Et si vous tapez votre question, on va pouvoir y répondre immédiatement. Voilà. Donc, autrement,
j'en ai pas qui se sont affichés, donc je considère que là, comme je le disais tout à l'heure, c'était clair. Là, j'en avais une tout à l'heure. Peut-être, j'entendais, on a parlé de licences exclusives et non exclusives. Comme ça, de but en blanc, j'ai du mal à me représenter ce que peut être une licence non exclusive. Est-ce que vous avez un exemple ou deux là-dessus? Bon, c'est simple, une licence non exclusive, c'est-à-dire que vous autorisez plusieurs sociétés étrangères à exploiter votre brevet sur le même territoire. Vous D'accord, autorisez, par exemple, plusieurs sociétés américaines à utiliser un brevet américain sur le territoire américain. Elle sera non exclusive. Plusieurs d'accord. sociétés sont susceptibles d'exploiter, contrairement à une licence exclusive où une seule et unique société étrangère sera susceptible sera autorisée à exploiter votre brevet. Et c'est quelque chose qui se fait souvent parce que le problème souvent en général quand on recherche un partenaire, hein, que ce soit pour vendre des biens physiques ou des services, et en général, les gens aiment bien quand même payer contre une certaine exclusivité. Donc c'est pour ça que je cherchais éventuellement dans quel cas, voilà, si ça pouvait se présenter, si c'était possible. Alors Mais là, si vous n'avez pas d'exemple, si vous n'avez pas non, non, d'exemple, il c'est y a, pas il y a grave. des Mais il y a- il y ouais. a des exemples quand on a effectivement des sociétés qui ont des circuits de distribution qui peuvent être relativement différents, par exemple. Donc, D'accord, ils ont des licences non exclusives et sur le même territoire, ils ne sont pas véritablement en concurrence. Mais vous avez tout à fait raison. En règle générale, le licencié souhaite une licence exclusive pour, entre guillemets, avoir un monopole sur le marché, surtout si cette technologie est une technologie innovante. Il va chercher à être en situation privilégiée sur le territoire concerné, au d'accord, regard de la concurrence. bien. Bon, bah, je ne vais pas dire que j'attends désespérément parce que finalement, il n'y a pas de questions. Donc, encore une fois, je considère que vous avez répondu aux questions que les participants à ce webinaire se posaient. De toute façon, voilà, une fois que ce webinaire sera terminé, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, possibilité d'entrer en contact avec toutes les parties prenantes puisque vous aviez les coordonnées sur la présentation. Si vous voulez, j'en profite, si vous voulez poursuivre sur le sujet, on organise fin mars, le 28 mars, un nouveau webinaire sur un thème approchant, donc c'est peut-être l'occasion parmi les participants là, qui s'appelle Quelle stratégie mettre en œuvre dans le contentieux de l'API en France et à l'international. Donc si d'aventure ça devait mal se passer pour les gens qui ont céder ou concéder ou licencier leur brevet et qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensuite d'accord avec leur partenaire, bah, ça peut être éventuellement une source d'information pour savoir comment procéder par la suite. Donc voilà, le 28 mars, donc il y a inscription par le lien habituel. Voilà. Bien, bah écoutez, en ce qui me concerne, est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin ou est-ce que Non, je vous en prie, non, non. Bah, merci beaucoup d'abord d'avoir organisé ce webinaire sur ce sujet, qui est un sujet relativement délicat, puisqu'on fait appel à la fois à la gestion des droits et puis à des notions financières, et un aspect négociation qui est le caractère central, hein, en tout cas, comme on a pu le voir, et une grande vigilance au niveau de la rédaction des clauses. Donc, merci beaucoup d'avoir voilà. organisé ce webinaire. Eh ben, je vous en prie, et puis On reste à votre disposition pour toute ça question. confirme comme souvent que c'est un métier et que donc bon, on peut avoir une connaissance générale du sujet, mais c'est quand même bien quand on rentre dans les détails et en fonction de son cas particulier. Donc voilà, merci Tout bien à fait. aussi. Et On est à puis, la fois dans le juridique, dans le technique, et puis on a notre expérience également. ok, eh ben, Voilà. écoutez, c'est parfait, je vous remercie. Et puis bah du coup, voilà, peut-être à une prochaine fois sur un sujet à nouveau de votre compétence. Et puis au Avec plaisir. plaisir. Allez, Merci Merci au à beaucoup. revoir. vous. Au Au revoir à Merci. tout revoir. le monde. Merci.